Nous avons enfin eu l'autorisation de recevoir des colis de France. À Henkel, j'en ai reçu 2, envoyés par mes parents. Un soir, au réfectoire, le local testeur m'a averti qu'un paquet m'attendait. J'avalai rapidement ma soupe aux rutabaga, ému et impatient de récupérer mon bien. Dans l'ancienne cuisine de la cantine des civils allemands, les colis de tous les détenus étaient engrangés. Ils nous étaient remis dans la salle qui leur servait de réfectoire. Un SS les ouvrait, les uns après les autres, pour en vérifier le contenu. Mon tour arrive. Mon colis contenait notamment une bouteille de vin. Le SS demande un tire-bouchon, fait ouvrir la bouteille, renifle le bouchon et déclare « Essig » vinaigre. Puis il vide le tout dans le lavabo. Mon second colis, des pâtes et des haricots secs, aura un bien meilleur sort. Grâce au concours de l'organisation clandestine des politiques allemands, à la compréhension du SS chef de la cuisine et à la complicité du Vorarbeiter, une proposition de nos camarades cuisiniers a pu se concrétiser. Il s'agissait de collecter tous les aliments difficiles à cuire, contenus dans les colis reçus par les Français, pour améliorer la soupe habituellement servie aux détenus. Ainsi, un dimanche midi, une soupe épaisse, riche de l'apport de tous, sera offerte dans toutes les baraques du camp. La soupe des Français. Elle contribuera grandement à améliorer notre image auprès des détenus de toute nationalité. Ce jour-là, avec l'accord de l'organisation clandestine que j'avais sollicitée, j'ai fait savoir au Blockhaltester le désir des Français de voir un des leurs servir la soupe. En l'occurrence, moi. Et il a accepté. Je crois que c'est un fait unique dans l'histoire du camp. En effet, cette démarche avait une portée politique. Outre qu'elle remettait en cause, dans les faits, la hiérarchie établie par Himmler, elle était perçue comme une revendication hautement affirmée et qui plus est, satisfaite par un chef de bloc, ce qui était impensable et inacceptable dans un camp de concentration. Dans la logique des SS, elle aurait dû mériter une sanction exemplaire, mais fort heureusement, rien n'a suivi. Lorsque les bouteillons de soupe sont arrivés, le Blockhaltester, un communiste allemand, le Stubendienst ukrainien comme le Vorarbeiter polonais, de la colonne 4 du hall 3, étaient tous présents. La responsabilité de tous était engagée. Le chef de bloc m'a fait signe de venir, et, muni de la louche du Stubendienst, j'ai remué consciencieusement le contenu et commencé la distribution. Tous les regards du réfectoire étaient tournés vers moi. Je m'appliquais pour que la louche soit bien pleine. À la fin de la distribution, il restait à peine une demi-louche en rabiot pour les 3 Russes qui assuraient le transport des bouteillons et de la vaisselle. Ils attendaient leur récompense. En voyant le peu qui restait au fond du bouteillon, ils ont fait mine grise. Je me suis tourné vers eux et leur ai dit « Camarades, comprends-tu la solidarité ?» « Oui », concédèrent-ils. « C'est bien. » Cette action a eu des répercussions auprès des Français de la baraque qui nous témoignèrent beaucoup de reconnaissance, mais aussi auprès de tous les détenus. Dans notre bloc cohabitaient Russes, Polonais, Ukrainiens et Français, tous triangles rouges. Nous tentions de bien communiquer entre nous, mais la seule langue commune était l'allemand. Commune, si l'on peut dire. La plupart des détenus, comme moi-même, ne disposant dans cette langue que d'un vocabulaire des plus réduits. Aussi n'est-il pas étonnant qu'un regroupement par nationalité se soit opéré. Cela aura eu pour effet d'entretenir certaines dissensions liées aux événements historiques récents. Les Polonais et les Ukrainiens n'appréciaient guère les Russes, et tous reprochaient aux Français les options politiques prises avant-guerre par leur gouvernement. La soupe des Français et son service contribueront à bonifier considérablement cette situation. Ils firent également leur effet sur les responsables de notre bloc. Nourris des concepts du milieu concentrationnaire, peut-être même ont-ils pensé que nous étions protégés par la hiérarchie. Toujours est-il que par la suite, cela nous a valu de leur part un certain respect, perceptible en diverses petites occasions. Ainsi, quelques jours plus tard, au petit matin, le Vorarbeiter vient se planter
fièrement devant moi. Inquiet, j'appréhendais la suite. Jugeant peut-être mon visage plus fatigué qu'à l'ordinaire, le chef posa son index tendu sur mon front et décréta d'un ton sans réplique « Crinque ! Malade !» Puis, il m'accompagna jusqu'à l'infirmerie et négocia mon admission pour 2 jours. Sans son intervention, un tel résultat était impensable. 2 jours comme Shonung, malade reconnu, sans travail et sans crainte des coups. Ce fut pour moi une parenthèse bienvenue dans ma vie quotidienne de détenu. Une brève parenthèse. Mais comment rendre compte du quotidien dans l'univers concentrationnaire et trouver les mots qui conviennent pour en témoigner ? Peut-être est-ce une des raisons de mon long silence, comme celui de bien des déportés. N'avoir pas les mots pour dire l'indicible. Les sévices, les tortures même, cela peut se décrire. Les douleurs de la faim, du froid, de la séparation, chacun peut les comprendre. Mais la peur permanente des brimades, des coups, des blessures, de l'horreur et de la mort, toujours présente, qui peut la partager ? Cette peur qui, au fil des jours, vous détruit de l'intérieur. Je n'oublierai jamais ce qui nous est apparu un matin, à l'heure de l'appel. Le corps crucifié sur les barbelés électrifiés de la clôture du camp d'un malheureux détenu qui, incapable de supporter plus longtemps cette vie de démence, a préféré choisir la mort la plus rapide. Chaque dimanche soir, les mêmes questions, les mêmes angoisses nous assaillent. Qui choisir pour la tranche de pain ? Que sont devenus les détenus que l'on a aidés ? Lesquels sont morts ou partis en transport vers d'autres camps ?